Nicolas Gisin, j'ai grand plaisir à m'entretenir avec vous. Nous avions eu déjà un premier entretien il y a bien longtemps parce que vous êtes connu sur la scène mondiale de la physique quantique, surtout pour des expériences pionnières assez singulières à la fin des années 90, des années 90. Et donc, dans un premier temps, ça serait bien aussi voilà, que vous évoquiez un peu votre parcours de scientifique et justement commencer par évoquer ces expériences qui vous ont propulsé au devant de la scène scientifique. Très bien. Écoutez donc, oui, Nicolas Gisin, je suis professeur ici à l'Université de Genève depuis longtemps, les années 85 ou 88. Et puis je suis aussi professeur à une nouvelle université qui s'appelle Schaffhausen Institute of Technology, mais qui est en train de collaborer avec l'Université de Genève, donc c'est la même position si vous voulez, mais ça fait une double affiliation. Et puis, donc j'ai fait mes études à Genève, je suis né à Genève, donc dans ce sens-là je suis un Genevois, même si mes quatre grands-parents, il n'y en a aucun qui est Genevois. Après mes études, après ma thèse, une thèse en physique théorique, sur la physique quantique, physique statistique, je suis parti en postdoc aux États-Unis. À l'époque, tout le monde partait aux États-Unis, c'était presque obligatoire, où j'ai découvert un peu l'optique. J'étais à Rochester, au nord de l'État de New York. C'était la ville de Kodak. Kodak a pratiquement disparu aujourd'hui. Et donc, il y avait beaucoup d'optiques. Et j'ai vu des expériences avec des photons uniques sur une table, un bord optique. Alors qu'à Genève, on m'avait toujours dit que la physique fondamentale, ça se fait au CERN. CERN, c'est gigantesque, chaque papier, il y a 1000 co-auteurs, personne ne sait vraiment. J'ai un peu le sentiment que personne ne sait exactement ce qui se passe. Je pense pas que c'est pas tout à fait vrai, mais voilà, on est un peu perdu. Et là, tout à coup, on pouvait faire de la physique fascinante, aussi fondamentale, sur une table. Donc ça m'a beaucoup fasciné. Cela dit, quand je suis rentré à Genève, une femme enceinte, avec déjà un bébé, etc. Donc voilà, la vie de postdoc, c'est compliqué. Donc j'ai décidé d'arrêter l'académie, j'ai rejoint une petite start-up, précisément dans le domaine de l'optique, en fait des fibres optiques. C'était un peu avant le début de l'Internet. Et ça m'a permis en fait d'apprendre la physique expérimentale, la physique qu'on fait avec les mains dans cette petite start-up. Et après 4 ans dans cette start-up, j'ai eu l'occasion de revenir à l'université, mais cette fois-ci donc au département de physique appliquée. Et là, j'ai beaucoup continué à collaborer avec Swisscom sur les fibres optiques et tout ça. Mais en même temps, j'avais toujours dans un coin de ma tête la physique quantique. Ça m'avait complètement fasciné en tant qu'étudiant. J'avais continué à travailler, j'ai publié, même pendant que j'étais dans l'industrie, je travaillais le soir, 9h et minuit, pour écrire quelques papiers. Et donc, j'ai assez rapidement, au début des années 90, 90, compris comment fonctionnait la cryptographie quantique et compris que même quelque chose d'aussi fascinant que la violation des inégalités de Bell, on revient là-dessus, quelque chose qu'on peut faire avec des fibres optiques, avec la technologie télécom, que ce qui manquait vraiment là-dedans pour faire tout ça, c'était des détecteurs. Donc ça, compter ou détecter des photons dans le visible ou dans le très proche infrarouge, jusqu'à 900 nanomètres à peu près, mais au-delà, là où on est dans les longueurs d'onde télécom, c'est 1300 nanomètres ou 1550 nanomètres, on ne savait pas faire, il n'y avait rien de commercial. Donc la première chose qu'on a dû faire ici dans mon micro-groupe, parce qu'à l'époque on était 2 ou 3, c'était de développer cette capacité-là. Et alors là, on pourrait raconter toute l'histoire des détecteurs, c'est fascinant en soi, mais ça c'est vraiment de la pure technologie. Une fois qu'on avait ça et qu'on avait la maîtrise aussi de la théorie, on a pu effectivement faire ces expériences auxquelles vous avez fait allusion, aussi bien de cryptographie quantique, de violation des inégalités de Bell, donc de démonstration de cette sorte de non-localité quantique, que ensuite de téléportation quantique. Vous voyez, tous des termes qui font un peu rêver, et c'est vrai que ça a permis aussi à mon groupe d'exploser, de devenir beaucoup plus grand, visible, connu, et bien mieux sponsorisé aussi bien par la Suisse que par l'Europe, et que par certaines industries aussi. C'était aussi l'occasion, en l'an 2001, d'une start-up, une spin-off de mon groupe ici, qui a commercialisé cette cryptographie quantique,
et qui a aussi d'ailleurs commercialisé les détecteurs de photons. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est non seulement numéro 1 en tant que commercialisation de cryptographie quantique, mais aussi pour les détecteurs de photons. Et voilà, donc voilà, tout ça, ça a permis de tout développer, et en fait, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Donc, d'après ce que je comprends de votre itinéraire, c'est en partie le milieu académique qui vous a amené à vous intéresser à des expériences très concrètes sur la physique quantique, mais aussi votre expérience dans l'entreprise, voilà, privée, voilà, une start-up en l'occurrence, qui vous a amené à faire des manipulations et des expériences. Donc, en fait, vous êtes un petit nombre à avoir fait, à mener des expériences déroutantes de physique quantique sur non pas des masses d'atomes ou de corpuscules, voilà, de microphysique, mais sur des objets individualisés, atomes, ions, voilà. Quelle est la particularité de ces expériences? Alors effectivement, je pense que la grande particularité, en fait, il y en a deux, c'est d'une part de vraiment commencer à maîtriser des atomes et des photons, mais au niveau individuel. Maîtriser un laser, même tous les semi-conducteurs qu'il y a dans votre caméra, la supraconductivité. Il y a plein de phénomènes quantiques extrêmement importants et qui sont maîtrisés maintenant depuis quand même pas mal de décennies, mais qui concernent toujours des ensembles, soit des ensembles de photons dans un laser, ou des ensembles d'électrons, que ce soit maintenant en supraconductivité ou les semi-conducteurs. C'est toujours des ensembles. Il y a bien des phénomènes quantiques, des effets tunnels, des choses comme ça, mais au niveau ensemble. Et puis ce qui a vraiment complètement changé, on appelle ça la deuxième révolution quantique, c'est cette capacité qui a commencé vraiment à faire ses preuves dans les années 90. Il y a des gens qui ont déjà fait des choses avant, ils n'étaient pas les tout premiers, mais quand même c'est dans les années 90 que ça a vraiment explosé. C'est être capable vraiment d'aller prendre les photons un par un. C'est pas qu'il y a un seul photon, il peut y en avoir plusieurs, mais on les maîtrise individuellement, de même avec des atomes, qu'on peut aussi maîtriser individuellement. Donc on fait des choses qui étaient inimaginables avant, et même je sais pas, Schrödinger, un des pères fondateurs de la physique quantique, de la théorie quantique, affirmait même que c'était impossible de faire ça. Bon, aujourd'hui, ça se fait couramment. Puis l'autre chose aussi qui est venue avec ça, c'est une explosion des technologies. Donc, ce qui avait été fait avant, c'était avec des photons, mais alors pas aux longueurs d'onde télécom, avec des faisceaux qui avaient un centimètre de diamètre, en tout cas beaucoup de millimètres. Et puis là, on a ramené tout ça beaucoup plus petit dans des fibres optiques. Évidemment, il y a des lasers qui ont aussi beaucoup aidé à faire ça, des cristaux non linéaires, donc toutes sortes de technologies qui ont permis, que ce soit pour les photons, aussi pour les atomes, de faire tout ça nouveau sur une table optique. Puis une fois que c'est dans les fibres optiques peuvent aller très loin, mais à l'autre bout, il suffit de nouveau, juste d'une boîte ou quelque chose de relativement simple et compact. Et donc c'est vrai que j'ai été fasciné aussi bien, si vous voulez, par les aspects conceptuels, c'est intellectuellement fascinant, mais il y a aussi ce côté que j'aime beaucoup, que c'est potentiellement utile, parce que tout ça peut vraiment se mettre en boîte, peut se commercialiser. Évidemment, un banquier qui s'intéresse à la cryptographie quantique, il ne veut pas engager des physiciens pour faire tourner son système. Ça doit être juste une boîte, comme une boîte télécom, tout avec une boîte dont ils ont l'habitude, et puis on appuie sur le bouton et puis ça marche. Donc ça on peut le faire aujourd'hui, on ne pouvait pas faire ça, disons, avant les années 90, c'était pas possible. Donc ouais, il y a eu ces deux explosions qui font que maintenant on a effectivement fait beaucoup de progrès en compréhension de la physique quantique. On ne peut pas dire qu'on a tout compris, il y a encore des problèmes, mais quand même on a fait beaucoup de progrès. Et puis en même temps, avec la technologie, on parle énormément aujourd'hui de technologie quantique, c'est le mot un peu à la mode, si vous voulez avoir que les agences de financement soutiennent vos projets, il faut mettre technologie quantique dans votre titre. Et effectivement, il y a un grand potentiel. Et donc vraiment, il y a ces deux côtés conceptuels et pratiques qui avancent ensemble. Et pour moi, c'est une très grande satisfaction de pouvoir contribuer à ça.
Oui, alors comme vous l'avez évoqué, la physique quantique dans sa première phase, entre guillemets, révolutionnaire de son développement, a tout de suite mis en évidence le caractère fondamentalement probabiliste de son fonctionnement, et elle s'est attachée à décrire de manière statistique des ensembles d'atomes et d'électrons, et de montrer en particulier la dualité onde-particule. Cette révolution n'est pas simplement une révolution sur le plan conceptuel, elle n'a pas suscité simplement des débats, des interrogations, et même en résonance, avec des résonances philosophiques, mais elle a produit des dispositifs très importants, des inventions comme le transistor, le laser, les circuits intégrés, qui constituent les composants technologiques de la société de l'information dans laquelle nous vivons. Et donc, dans votre travail, si j'ai bien compris, disons, les pionniers ont commencé à travailler, disons, de manière minoritaire dans les années 60 jusqu'aux années 90. Dans un second temps, c'est une seconde révolution, et c'est là où vous et votre équipe entrez en jeu, c'est d'écrire des objets individuels et avec des applications. C'est pas juste une révolution conceptuelle, c'est des applications. Alors là, on pense immédiatement, c'est la cryptographie quantique et la production de nombres, ce que vous appelez des nombres véritablement aléatoires. Est-ce que, par exemple, aussi, on peut inclure l'idée, le projet est-ce que c'est d'ordinateur quantique? Est-ce que c'est aussi un autre développement? Oui. Alors effectivement, dans cette première révolution quantique, qui était déjà révolutionnaire, dans les années 1920-30, on parlait beaucoup de relations d'incertitude d'Heisenberg, de dualité onde-corpuscule, de l'observateur qui joue un rôle, je pense à conscience, on ne sait pas trop quoi. Et tout ça, ça a quand même énormément changé. On parle très peu de onde-corpuscule aujourd'hui. Aujourd'hui, on ramène tout ça à de l'intrication, cette corrélation quantique qu'il peut y avoir entre plusieurs atomes, plusieurs photons individuels. Donc là, il y a un changement de perspective complet. On comprend beaucoup mieux cet aspect-là. Bon, il y a encore des gens qui mettent la conscience de l'observateur au centre, mais franchement, ça, c'est un peu ringard. On n'a pas vraiment compris complètement le problème de la mesure, mais on voit ça plus comme un problème de physique. Et puis, effectivement, dans les années 60, il n'y a vraiment pas grand-chose. Dans les années 70, avec John Clauser, oui, là, il y a eu les premières expériences de violation des unités de Bell. Ensuite, dans les années 80, au début des années 80, avec Alain Aspect. Et puis ensuite, nous à Genève et d'autres, Zallinger entre autres, à l'époque il était à Innsbruck. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu pratiquement une manip d'étudiants. C'est devenu un truc relativement facile à faire. Mais évidemment, ce n'était pas du tout cette situation il y a ces décennies. C'est-à-dire, à côté, un des polariseurs qu'Alain Aspect a utilisé pour une de ses premières expériences dans les années 80, au début des années 80. Et puis, effectivement, ensuite, il y a ces technologies. Pour moi, le début de cette deuxième révolution quantique, c'est, puis aussi de ce qu'on appelle maintenant l'information quantique, c'est l'idée d'Arthur Eckert, qui était un jeune étudiant à Oxford à l'époque, qu'en fait, ces corrélations quantiques peuvent servir de clé cryptographique. Et donc, justement, c'est la cryptographie. Là, on voit que ça commence à être utile, alors que les corrélations quantiques ou la non-localité quantique, c'est purement conceptuel. Donc ça, c'est le lien avec les possibles technologies, applications. Et puis, alors, voilà, ensuite, il y a eu tous ces développements en cryptographie quantique, et ça continue. Il y a les ordinateurs quantiques. Il n'y a pas encore d'ordinateur quantique, je dirais, utile aujourd'hui, dans le sens qui résout un problème utile, un problème pratique. On commence à des espèces d'embryons d'ordinateurs quantiques. Mais on sait très bien quel chemin suivre. A priori, on sait faire grandir ces ordinateurs quantiques. Et d'ici, difficile à dire, hein, les prévisions sont toujours difficiles, surtout en ce qui concerne le futur, d'ici 10 ans, au maximum peut-être 20 ans, on va effectivement avoir des ordinateurs quantiques qui peuvent répondre à uniquement à certaines questions qu'aucun ordinateur classique ne pourrait attaquer ou adresser. Il y a aussi encore un autre domaine, c'est celui des capteurs. Capteurs, donc c'est faire des mesures. Faire des mesures,
évidemment, on sait tous faire des mesures. Ensuite, il y a des mesures très précises. Et puis, avec ces capteurs quantiques, on pourrait faire des mesures dont la précision est de nouveau pratiquement inimaginable. Et souvent aussi avec des capteurs de très petite taille. Et là, nous, on peut imaginer plein d'applications extraordinaires. Vraiment, c'est fou ce qu'on peut imaginer. Est-ce qu'on va vraiment arriver à faire? Je ne sais pas encore, mais quelque chose va sortir de ça. Aussi des mesures du temps. Donc, c'est vraiment de la métrologie, la mesure du temps avec des horloges atomiques améliorées grâce à l'intrication. On devrait aussi pouvoir battre les meilleures horloges atomiques d'aujourd'hui. Et voilà, c'est de nouveau extraordinaire d'imaginer qu'on est capable de mettre en point une horloge dont la précision sera-t-elle, ça n'existe pas encore, mais sera-t-elle que après, je ne sais pas les chiffres exacts, mais genre 1 milliard d'années, elle n'aura dévié que de 1 seconde ou un truc complètement ridicule. Ça paraît fou. Est-ce que c'est vraiment très utile? Ça, je ne sais pas encore, il faudra voir ce qu'on peut en faire. Le GPS est quand même une bonne illustration de l'usage ou de l'utilité des horloges atomiques. Et une horloge atomique est démontée là derrière moi, et qui était supposée, enfin, ses sorts sont dans l'espace. Puis encore une autre chose, vous avez mentionné avec raison là, ces générateurs de nombres aléatoires quantiques. Alors c'est vrai que déjà dans la première révolution quantique, on disait bah oui, la physique quantique ça doit être aléatoire. Mais ensuite on argumentait en disant oui, ça découle des relations d'incertitude de Heisenberg. Ok, mais pourquoi est-ce que je croirais aux relations d'incertitude d'Heisenberg? Ouais, parce que ça marche très bien, disaient les gens. Mais en fait, dans les années 1950, il y a un physicien, David Bohm, qui a montré que voilà, si on ajuste comme ça des particules individuelles, il y a des modèles déterministes qui marchent très bien, qui donnent les mêmes résultats que la physique quantique. Et que donc, ces relations d'incertitude, elles ne sont pas si claires que ça. Par contre, ce qu'on a vu après, c'est qu'avec ce même type de modèle, qui a d'ailleurs inspiré John Bell de dériver ces inégalités de Bell, si maintenant on va vers les inégalités de Bell, là le modèle de Bohm devient vraiment pas très naturel, il est nettement non le cas par exemple, et si on met des hypothèses très très naturelles, en plus de l'expérience qui prouve qu'on viole les inégalités de Bell, alors là on peut véritablement prouver mathématiquement, rigoureusement, sans faire appel à simplement un principe ou quelque chose comme ça, on peut prouver l'existence du hasard quantique. Et effectivement, en plus, ce hasard quantique, maintenant, est capable de le mettre dans des petites boîtes. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez là. Mais il y a deux puces. Cette puce, elle fait peut-être 1 mm², l'autre est un petit peu plus grande. Mais ça, c'est des puces dans lesquelles il y a un générateur quantique aléatoire. Donc ça, et vous trouvez ces puces dans les téléphones, par exemple les téléphones Samsung, malheureusement que en Corée pour l'instant, qui génèrent donc de l'aléatoire dans un téléphone. Samsung en l'occurrence, et donc on voit, non seulement on peut le mettre dans une petite boîte, en plus la boîte plus petite, et puis maintenant les ingénieurs ont même réussi à mettre ça dans une puce, encore une fois c'est 1 mm², consommation quasiment nulle, puisque ça va dans un téléphone, et donc la batterie va tenir le coup. Donc voilà, on voit aussi qu'il y a des développements très impressionnants, et des promesses avec cet ordinateur quantique également fascinant. Oui, donc très rapidement sur les aspects pratiques des applications, si j'ai bien compris, la cryptographie quantique ou la production de nombres vraiment aléatoires, c'est pour sécuriser l'information numérique, l'information financière, bancaire, c'est ça principalement? Alors, oui, pour la cryptographie quantique, c'est une histoire de sécurité. Je rajouterai dans les exemples que vous avez donnés l'information sur notre santé. En ce qui me concerne, particulièrement, mettons la santé de mes petites filles. J'ai 3 petites filles, j'aimerais pas qu'elles ne trouvent jamais de travail parce que tout le monde sait qu'une aurait un problème. Elles n'ont pas de problème, hein, mais s'il y en avait une qui avait un problème, il faudrait que ça reste confidentiel. Et donc, l'information sur notre santé à nous tous, et en particulier peut-être les plus jeunes, est quelque chose qui me paraît mériter une protection, une sécurité, une confidentialité très poussée. Donc ça, c'est un exemple qui concerne vraiment monsieur et madame tout le monde. Ensuite, évidemment, les gouvernements, les militaires, les banques, toutes sortes de grandes entreprises, aussi peut-être
de petite entreprise. Donc n'importe quelle entité qui considère que son information est un capital, est une valeur pour cette société ou cette entité, doit la protéger. Ils le font déjà aujourd'hui, pas toujours très bien d'ailleurs, mais ce qu'on sait, c'est que la manière dont c'est fait aujourd'hui ne va pas résister à l'ordinateur quantique. Donc cet ordinateur quantique, quand il va venir, non seulement on pourra décoder tout ce qui se transmettra dans le futur, mais, et c'est ça qui est vraiment important de comprendre, on pourra également décoder tout ce qui s'est transmis dans le passé, puisque tout ce qui se transmet aujourd'hui est stocké, que ce soit Google, la NSA, les Chinois, les Russes, etc. Ils stockent tout. C'est vraiment facile de tout stocker. Ils le stockent, mais de façon cryptée, donc ils n'y comprennent rien. Mais avec l'ordinateur quantique à venir, ils vont pouvoir rétroactivement tout décoder. Alors beaucoup de ces informations n'auront plus aucune valeur, mais on peut facilement aussi imaginer, vous prenez le dossier santé de mes petites filles, de vos petites filles, ça va rester encore d'actualité, même dans 20 ans, même dans 30 ans. Et donc c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Alors à ce propos, ce point m'interpelle particulièrement. Donc cette idée de cryptographie ou de production de nombres vraiment aléatoires pour protéger une information, vous avez cité le cas de vos petites filles. Est-ce à dire qu'on peut imaginer que ces applications ne concernent pas simplement des États, des groupements puissants, mais aussi des individus qui voudraient se protéger? Vous savez qu'il y a un grand débat sur la société de contrôle et de manipulation par le numérique. Est-ce qu'on peut imaginer que ces applications soient au service des citoyens pour protéger? Vous savez, ce débat sur la vie privée, ou, voilà, la confidentialité de certaines informations. Oui, alors tout à fait, on peut imaginer ça, mais il faut bien comprendre, la technologie, on met un outil à disposition. Des souliers, par exemple, c'est quand même drôlement pratique pour marcher, les souliers. Sauf que tout le monde peut les mettre, que ça soit, le gentil ou le méchant, pour caricaturer. On ne peut pas dire qu'il y a des souliers pour gentils et des souliers pour méchants. Alors la cryptographie, en particulier la cryptographie quantique, on ne peut pas dire non plus qu'elle va être réservée intrinsèquement à des gens de bonne foi. Et puis, non, ça va être pour monsieur, madame, tout le monde, les bons et les mauvais. Tout le monde doit pouvoir s'en servir. Tout ce que la physique, la technologie peut offrir, c'est ces possibilités, ces outils, mais ensuite c'est plutôt à la société de mettre des règles, et c'est très compliqué, pour que la technologie soit utilisée à bon escient. Tout à fait. Mais ça permettrait, combiner aussi avec des logiciels, parce que ce que nous on fait, c'est distribuer des nombres aléatoires, ou bien ces clés cryptographiques qui sont des nombres aléatoires mais distribués entre plusieurs endroits. C'est tout ce qu'on fait. Ensuite, il faut les utiliser. Et on va les utiliser avec des ordinateurs classiques, avec du logiciel là-dedans. Et il faut que tous ces logiciels soient bien faits. Il faut éviter qu'il y ait un qui émetteur qui transmet toute l'information à qui vous ne voulez pas, etc. Donc après, il y a plein de... Après, il faut quand même reconnaître que c'est compliqué. Mais il y a une partie là du problème que la physique ou la science ne peut pas résoudre, qu'on doit donner aux politiques, à la société. Il faut mettre des règles, des lois, des contrôles, pas simple. Exactement. Je retiens de vos éléments de réponse la comparaison que vous avez établie avec le GPS, qui était à l'origine une technologie militaire qui a été déclassifiée. On peut aussi dire que l'Internet aussi a subi le même... Voilà, après c'est rendu civil, donc il est tout à fait envisageable que ces techniques soient en usage au sein de la société. Donc ça, c'est intéressant. Là, les puces là, que je vous ai montrées, qui sont dans certains téléphones Samsung en Corée du Sud bien sûr, elles sont utilisées, il y a des applications écrites en coréen, c'est pour ça que pour nous c'est pas utile, qui permet au propriétaire de ce téléphone de se connecter à sa banque de façon sécurisée avec ces nombres aléatoires quantiques. Voilà, c'est une application, ça concerne monsieur et madame tout le monde, évidemment, seulement ceux qui ont un compte en banque qui méritent d'être protégés peut-être. Mais voilà, mais en tout cas, même si vous avez 20 francs sur votre compte en banque, vous avez le droit d'utiliser le téléphone Samsung avec cette application. Exactement. Ceci est on a évoqué donc les applications
concrètes qui peuvent, enfin qui sont en train déjà de voir le jour et de se généraliser. Et dans votre livre L'impensable hasard, nos localités, téléportation et autres merveilles quantiques, vous évoquez aussi beaucoup d'autres possibilités que probablement nous n'avons pas encore même à l'esprit. Justement, je voudrais revenir sur la lecture de ce livre que j'ai trouvé très important parce que d'une part, vous n'êtes pas un théoricien, vous êtes un expérimentateur et c'est comme ça que vous avez, voilà, que vous êtes fait connaître sur la scène mondiale parce que encore une fois, comme ça a été évoqué, les expériences que vous avez menées, il y a très peu de gens qui les ont réalisées. Peut-être, voilà, vous avez mentionné trois groupes de personnes. Donc ça d'une part, et c'était intéressant d'avoir, disons, de vous lire et d'avoir voilà, une sorte d'explication à l'usage d'un public plus large, curieux mais plus large, pas de non-scientifique. Et là, effectivement, ce livre est très très riche d'observations et aussi de points de réflexion. Tout votre livre est organisé autour de ce que vous avez, il est construit autour de ce que vous appelez le jeu de Bell. Bell renvoie au nom de John Bell, d'un physicien, et donc ce nom revient souvent. Donc on parle du théorème de Bell, c'est ainsi qu'Alain Aspect le mentionne dans la préface de votre propre livre. On parle de l'article de Bell, on évoque aussi surtout beaucoup les inégalités de Bell, et donc ce physicien pendant longtemps n'a été évoqué comme une singularité du paysage scientifique associé à la physique quantique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement la pertinence ou la particularité de cet apport de John Bell? Parce que pendant longtemps, les débats concernant la physique quantique portaient sur des personnages illustres comme Albert Einstein, Niels Bohr, Heisenberg. Donc, pourquoi et comment cet article de John Bell prend-il autant d'importance dans votre propre traitement du quantique? Oui, et pas que le mien d'ailleurs aujourd'hui. Encore une fois, les prix Nobel du mois dernier, il n'y a même pas un mois maintenant, ils sont tous en l'honneur en fait de John Bell. Si John Bell n'était pas décédé abruptement en 1990, il aurait certainement partagé ce prix Nobel, qui méritait 10 000 fois. Oui, alors John Bell, ça fait d'autant plus plaisir d'en parler que je l'ai bien connu. Il était à Genève, un physicien irlandais, comme vous avez dit, mais qui travaillait au CERN à Genève et que j'ai rencontré, que j'ai dans ce même bâtiment d'ailleurs. C'était il faut manger ensemble. On était végétarien, donc on allait manger à la raquette, pour la petite histoire, avec sa femme qui est aussi physicienne, aussi au CERN. Oui, alors John Bell, probablement depuis toujours, depuis qu'il a appris à la physique quantique, tout comme moi, était complètement fasciné par ce qu'on lui enseignait, mais en même temps, il a de la peine à complètement se convaincre. Surtout, encore une fois, les arguments à l'époque, c'était vraiment oui, mais c'est les relations d'incertitude de Heisenberg. Oui, ok, bien sûr, ça c'est vrai, et puis ensuite il y a tout un formalisme là autour, les espaces de Hilbert, etc. Mais pourquoi je devrais y croire? Et les expériences, encore une fois, de l'époque, allaient toutes, confirmaient la physique quantique, mais n'allaient pas vraiment dans le détail, puisqu'on ne pouvait pas maîtriser des atomes ou des photons individuels. C'était toujours ces théories sur des ensembles, ou des expériences sur des ensembles. Pourquoi il ne pourrait pas y avoir quelque chose qui concerne les individus, puis que ces individus en fait se comportent un petit peu différemment de ce que nous dit la physique quantique. Par exemple, il y avait un théorème célèbre d'un des fondateurs, que vous n'avez pas mentionné, mais John von Neumann, qui avait en quelque sorte prouvé que les individus ne peuvent pas se comporter différemment de l'ensemble, qu'il ne pouvait pas y avoir des variables cachées, comme on disait. Et puis évidemment c'est un théorème, donc un théorème mathématique a des hypothèses, et John Bell a rapidement vu que certaines de ces hypothèses n'ont pas vraiment de sens. On peut y croire ou ne pas y croire, mais elles ne sont pas tellement naturelles. Et donc il a commencé à mettre en doute ce théorème antivariable caché, et en même temps il a aussi vu ce que David Bohm a fait, David Bohm que j'ai mentionné tout à l'heure, qui montrait que tant qu'on n'a qu'une particule, en fait on a un modèle extrêmement classique, extrêmement naturel, qui reproduit toute la physique quantique.
Puis ensuite, John Bell a vu que si maintenant il appliquait ça non pas à une particule, mais à deux, ou à plus que deux, à ce moment-là, il y avait des phénomènes non locaux. On touche cette particule, puis il y a l'autre qui commence à réagir, à tressaillir. Et il se dit, mais là, il y a un truc vraiment bizarre. Et puis il s'est dit, moi, je vais améliorer ça. Je vais faire un modèle qui est inspiré du modèle de David Bohm, mais où il n'y a pas cet effet non local, qui est quand même très bizarre. On touche un truc ici, puis c'est l'autre qui tressaille. Et il a essayé, et il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Et en fait, il s'est ensuite rendu compte que c'est impossible. C'est impossible de reproduire les prédictions de la physique quantique avec un modèle local. Et ça, cette impossibilité, si vous voulez, il a dit, ben, si c'est local, il y a une certaine inégalité qui est nécessairement satisfaite, le théorème de Bell. Ou bien il y a des inégalités satisfaites, ou dans ma terminologie avec le jeu de Bell, ce jeu de Bell, on ne peut pas gagner avec plus de points que temps. On ne peut pas gagner plus souvent que 3 fois sur 4 dans ce jeu-là. Et voilà, il a publié ça dans les années 60, 1964 pour être précis, et personne, à peu près personne n'a compris ce qu'il faisait, à quelques très rares exceptions, dont justement le Clauser que j'ai déjà mentionné, qui est le premier à avoir fait ses expériences là-dessus, puis ensuite un physicien philosophe, Abner Shimony, il fallait un philosophe pour ça, c'est intéressant, et puis un étudiant de Abner Shimony, Holt, et puis ensuite encore Horn, et puis ensuite Holtz le dernier. Voilà, et eux ils ont compris, et ils ont amélioré un peu cette inégalité de Bell, et ils ont rendu ça possible, et ensuite John Clauser en 72, je crois, a réalisé la première expérience pour montrer qu'effectivement la mécanique quantique permet de violer ces inégalités, de gagner en jeu de Bell plus que 3 fois sur 4, et donc d'exclure la possibilité d'avoir une description locale de la physique quantique. Dis-moi la physique quantique avec au moins 2 particules. On sait quand même dans l'univers il y a plus que 2 particules. Voilà, donc ça c'était totalement révolutionnaire. Moi quand j'ai lu ça, ça m'a fait un choc. Quand Alain Aspect a lu ça, ça lui a fait un choc. Mais quand 99,99% des physiciens ont lu ça, ils ont dit bah non, enfin ils n'ont rien compris. Franchement, c'est pas la gloire des physiciens. Mais c'est comme ça. C'est tellement choquant que je pense que la plupart des gens ont dit non, il y a une erreur quelque part, j'ai pas bien compris, allez, je m'occupe d'autre chose. Il faut aussi dire que la physique, dans toutes ces années, il y avait tellement de succès qu'on volait quand même de succès en succès, la physique des particules, les nouvelles particules, la classification des particules, le CERN à côté à Genève. Donc il y avait tellement de choses, les lasers, la supraconductivité, toute l'électronique moderne. Donc les gens ne sont pas tellement occupés de ce phénomène de non-localité et voilà, ils ne l'ont pas compris. Et ça a complètement changé avec Arthur Eckert en 1991 quand il a montré que c'est en fait des clés cryptographiques qui s'établissent automatiquement à distance. Et ça a permis de commencer à financer ce type de recherche. Alors pour revenir sur John Bell, il a publié donc ces 2 papiers pour montrer que le théorème de von Neumann sur l'impossibilité des variables locales, des variables cachées, n'est pas vrai, plutôt repose sur une hypothèse fortement contestable. Et puis deuxièmement, publier son papier principal sur ces inégalités de Bell pour montrer que la non-localité est nécessaire pour reproduire les corrélations quantiques. Pour être encore plus précis, avec des variables que locales, vous ne pouvez jamais obtenir les corrélations quantiques. Il a publié ces 2 papiers, et c'est un physicien vraiment hors norme, un physicien théoricien, membre du département de physique théorique au CERN, donc une position stable. Il a obtenu aussi des résultats extraordinaires en théorie quantique des champs. Mais sur les fondements de la mécanique quantique, après ces 2 papiers, il n'a plus jamais rien publié, parce qu'il se retrouvait toujours confronté à des référis, ou des gens qui, vous savez, ce qu'on publie dans ces journaux à comité de lecture, comme on dit en français, il y a des collègues qui lisent vos papiers, et comme ces collègues ne comprenaient rien, ils rejetaient toujours ces papiers.
Donc il a arrêté de publier dans ses journaux à comité de lecture, il publiait plus que dans les proceedings de conférences. Par contre, tous ces papiers qui ont été collectionnés je ne sais plus, lequel de ces bouquins là derrière qui ont été mis ensemble, c'est tout, chacun de ces papiers est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre. Et il y en a plusieurs. Donc c'est vraiment une personnalité totalement hors du commun qui a, pendant plusieurs décennies, porté sur ses épaules la révolution que lui, malheureusement, n'a jamais vue, puisqu'il est décédé une année avant le papier de Arthur Eckert. C'est très dommage, pour lui et pour nous tous. Mais vraiment, il a eu une contribution absolument majeure à la physique d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ma communauté, la formation quantique, reconnaît sa contribution, parce que même des choses qu'il n'a pas faites, on a donné son nom, par exemple, Bell State Measurement ou les états de Bell. Donc son nom a été utilisé pour nommer des objets ou des concepts très fondamentaux dans notre domaine, même si en fait il était déjà décédé, que c'est évidemment pas lui qui a contribué à ça. Mais il est reconnu absolument unanimement aujourd'hui comme étant un génie à l'égal de Einstein, par exemple. Pour moi, il est largement l'égal de Einstein, de Bohr et de ces gens-là. Et encore une fois, s'il n'était pas décédé, il n'y a absolument aucun doute qu'il aurait eu le prix Nobel. À mon avis, il méritait même un prix Nobel rien que pour lui, parce qu'il dépasse nous tous. Le plafond, il est haut ici, mais il est loin. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de John Bell, et je crois que vous le mentionnez dans votre livre, c'est que malheureusement, dans les structures académiques ou même scientifiques, le conformisme est dominant. Et quand vous êtes un peu innovant ou créatif, ou que vous êtes un peu, vous vous éloignez et que vous ne renforcez pas dans les indices de bibliométrie, vous ne citez pas les mêmes personnes, les mêmes ouvrages, etc., et que vous innovez, vous n'êtes pas forcément récompensé. Il y a même une anecdote où John Bell dit à l'aspect, est-ce que vous avez un poste fixe pour... Oui, alors ça c'est vrai. D'ailleurs, c'est très surprenant, c'est un truc que je ne comprends toujours pas. Mais l'énorme majorité de mes collègues, on est quoi? Des chercheurs. On est fascinés par la physique et la recherche. Nous, c'est la recherche en physique. Il y a des gens qui font la recherche en sociologie, en philosophie, etc., en biologie, quoi que ce soit. Mais tous les chercheurs devraient être fascinés par les questions ouvertes, par les nouvelles idées. Or, la plupart des chercheurs, l'énorme majorité des chercheurs, sont extraordinairement conformistes. Pourquoi? Alors, je ne sais pas. Je pense qu'une fois qu'on a enfin compris quelque chose, puis franchement, c'est beaucoup de travail. Pour moi, là, je commence à assez bien comprendre la physique quantique. C'est vraiment beaucoup de travail. Alors, peut-être qu'une fois qu'on a enfin commencé à comprendre, on n'a pas envie que tout change. Peut-être, c'est un truc comme ça. Ça, c'est un peu dommage. Donc, effectivement, John Bell est folle à se faire reconnaître. En fait, il n'a essentiellement pas été reconnu. Au CERN, où il est à l'époque, les voisins de bureau de John Bell ne savaient pas qu'il travaillait sur les fondements de la mécanique quantique. Il n'osait pas en parler à ses voisins, parce que c'était mal vu à l'époque. Alors, il était tellement brillant aussi dans d'autres domaines que ça ne lui a pas posé de problème, mais c'est quand même complètement fou. Et je peux aussi vous dire, moi ici, si aujourd'hui je suis extrêmement bien reconnu à l'Université de Genève, ça n'a pas été le cas tout au début. Ça n'a pas non plus été simple. Et alors aussi pour Alain Aspect, effectivement, quand il s'est dit, voilà, je vais faire cette expérience, à Paris, il a pris le train, il est venu à Genève, il parlait à John Bell, et la première question de John Bell, c'est, est-ce que vous avez une position permanente? Sous-entendu, si vous n'avez pas de position permanente, faites quelque chose de plus standard, parce que sinon vous risquez de vous faire licencier, parce que vous faites un truc qui est complètement à contre-courant de cette inertie de la majorité des scientifiques. Mais j'aimerais quand même rajouter encore un autre truc. Il ne suffit pas, donc effectivement, vous pouvez être génial et avoir de la peine à publier, mais il ne suffit pas d'avoir de la peine à publier pour être génial. Ça ne va pas dans les deux sens quand même. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont de la peine à publier,
parce qu'ils n'ont pas une bonne idée, parce que ça ne marche pas. Voilà, c'est quand même ça qui se passe la plupart du temps. Donc, le système n'est pas complètement corrompu ou faux, etc. Il ne faut pas commencer à dire n'importe quoi. Mais c'est vrai que les papiers les plus originaux, et je l'ai vécu moi-même, les papiers les plus originaux sont généralement les plus difficiles à publier, parce que ces fameux comités de lecture vont avoir davantage de difficultés à comprendre quelque chose qui est vraiment complètement nouveau, que si vous prenez quelque chose, une question bien posée, puis vous faites un petit progrès là-dessus, bon, ben, tout le monde comprend, puis dit « Ah oui, c'est vrai, maintenant on a fait ce petit progrès ». Ça, c'est facile, on peut publier. Si c'est complètement nouveau, ça veut dire que c'est difficile à comprendre aussi. Même pour mes pairs, je veux dire, même pour un physicien, un prof d'uni, etc. Il ne faut pas penser qu'on n'est pas des génies universels. On travaille beaucoup, mais après, comprendre quelque chose de vraiment nouveau, c'est difficile. Et encore une fois, il faut quand même avoir il faut que la communauté s'auto-régule, parce que sinon le nombre d'idées loufoques noirait complètement le système. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même garder un certain contrôle. Comment améliorer le système, c'est peut-être une autre question, un autre débat, peut-être pour une autre fois. Exactement, et en fait aussi l'innovation ou être avant-gardiste dans son domaine est particulière dans un domaine aussi difficile à comprendre que la physique quantique, y compris par ceux qui travaillent dans cette discipline. Ça requiert aussi un peu de temps, donc c'est forcément aussi le facteur temporel. Voilà, il faut peut-être du temps pour comprendre toutes les conséquences d'une idée novatrice. Donc moi j'ai peut-être encore aussi une chose. Donc comment est-ce que j'ai fait? Donc, je prends mon exemple parce qu'évidemment c'est celui que je connais le mieux. Donc tout au début des années 90, c'était dur pour moi ici. Et puis voilà, je peux toujours dire oui, je vais faire, je ne pouvais pas dire que j'allais faire la téléportation, c'était même pas encore inventé, mais je vais aller faire de la cryptographie quantique ou des choses comme ça. Mais comment vous voulez que je convainc une agence comme le Fonds national suisse de la recherche scientifique de me donner de l'argent pour faire ça? C'était vraiment compliqué. Moi, je demandais aux collègues ici, à l'époque, personne ne voulait donner. Enfin, les gens tiennent beaucoup à leur argent, donc ils ne le distribuent pas facilement. Ça, c'est très humain. Donc, ce que j'ai fait, c'est me dire, ben voilà, de nouveau, les applications. Je sais faire aussi des applications, donc j'ai inventé. En l'occurrence, c'est un appareil de mesure pour les fibres optiques. C'était le début de l'Internet, donc il fallait comprendre les effets de polarisation dans les fibres optiques. Et puis j'ai inventé ça, on a même une première spin-off qui a commercialisé ça, qui s'est fait racheter ensuite par une boîte canadienne en l'occurrence, peu importe. Mais les royalties de cette invention, c'est ce qui a financé ma recherche au début ici. Donc je me suis dit, plutôt que d'aller pleurer vers le Front National ou vers mes collègues, de toute façon ça ne marcherait pas, ben, après tout, si je suis assez malin, j'ai qu'à aller gagner mon argent. Et alors ça c'est facile à dire, mais disons que j'ai pu le faire, et ça fait que j'ai pu développer un groupe de façon très très autonome. Et puis c'est vrai que cette indépendance, cette liberté, j'y tiens beaucoup. Je crois que la plupart de mes collègues tiennent beaucoup à la liberté académique, donc je peux faire ce que je voulais, et c'est en pouvant faire ce que je veux, grâce à mes royalties, que j'ai pu développer la crypto, quantique, ces expériences de linéarité de Bell, développer ces détecteurs de photons en environnement télécom, donc adaptés aux fibres optiques, et un peu plus tard la téléportation quantique. Exactement. Pour en revenir à votre ouvrage très important, L'impensable hasard, vous évoquez donc, vous rappelez que une des lois de la relativité est qu'aucune communication ne peut excéder la vitesse de la lumière. Et vos expériences, ainsi à la suite de celles d'Alain Speke et dans la mouvance de John Bell, montrent qu'il existe des corrélations entre des objets éloignés, où quelle que soit la distance qui les sépare, si on observe ou mesure un des deux objets, les deux tressaillent, comme vous dites. Vous qualifiez cette liaison entre objets d'intrication, de non-localité, et vous constatez qu'elle ne correspond pas à une transmission. Et alors la phrase votre affirmation qui me paraît presque lapidaire, qui revient quelquefois tout au long de votre livre et qui me paraît extrêmement frappante, vous dites
que la nature est non locale. Donc ce constat déroge à la conception générale scientifique classique, et vous faites remarquer de manière très pertinente, et je crois que c'est la première fois que j'ai entendu parler de cette comparaison, que par exemple pour Newton, sa théorie de la gravitation lui semblait une absurdité parce qu'à première vue, elle lui semblait non locale. Et en fait, c'est Einstein qui va prouver que la loi de gravitation est locale dans le sens qu'elle interagit de proche en proche. Et puis, encore une fois, la non-localité revient avec la physique quantique. Donc, c'est la première fois que je lis que la physique, en fait, elle est, dans son histoire, elle est le plus souvent non locale et que finalement, il y a eu juste ce bref intermède d'Einstein et son travail sur la théorie de la relativité. C'est assez fascinant. Oui, alors moi je suis content que vous soyez fasciné par ça, je le trouve également très fascinant. Donc, vous avez dit beaucoup de choses. Alors, recommençons peut-être avec Newton. Voilà, donc, on sait tous voilà, qu'il y a la Lune là-haut qui tourne autour de la Terre autour du Soleil, mais restons avec la Lune autour de la Terre. En fait, cette Lune, elle est, tout comme nous, attirée par le centre de la Terre. C'est la force de gravitation. Heureusement, la Lune, en même temps qu'elle tombe, elle avance, donc elle tombe à côté de la Terre, et puis donc, finalement, elle finit par tourner autour de la Terre. Et donc, ce que déjà Newton lui-même avait remarqué, c'est que selon ces équations, les fameuses équations de Newton, qui décrivent très bien le mouvement de la Lune autour de la Terre, si on déplaçait un gros rocher, un gros caillou sur la Lune, en fait, ça change donc, la distribution de masse sur la Lune, et donc notre poids sur Terre serait très légèrement affecté. Et surtout, il serait affecté immédiatement, instantanément, et il serait affecté instantanément sans qu'il y ait rien, d'après la théorie de Newton, qui va de la Lune à la Terre. Donc comment est-ce que la Terre peut savoir qu'il s'est passé quelque chose sur la Lune? Il n'y a pas quelque chose, encore une fois, les équations, elles décrivent ça très bien, mais selon ces équations, il n'y a rien qui va de l'un à l'autre. Et Newton disait, mais c'est absurde, il ne faut pas croire ma théorie, elle est belle peut-être, formellement ou mathématiquement, mais ce qu'elle décrit ne peut pas être vrai. Et puis, de nouveau, cette inertie ou ce conformisme fait que pendant des siècles, on n'a pas suivi le conseil de Newton de mettre sa théorie en question. Et jusqu'à ce qu'arrive Einstein, c'est quand même à peu près 2 siècles et demi après Newton, et Einstein, effectivement, il développe la théorie de la gravitation universelle, et dans la théorie de la gravitation universelle, on a toujours la Lune qui tourne autour de la Terre, on a toujours que si on déplace un rocher sur la Lune, ça affecte légèrement notre poids sur Terre, mais d'une part, ce n'est plus un phénomène instantané, ça prend à peu près 1 seconde, parce qu'en fait, c'est décrit par ces ondes gravitationnelles qui ont été maintenant observées, et il y aurait une onde gravitationnelle qui va de la Lune et qui se propage de proche en proche, très vite, puisque ça va à la vitesse de la lumière, à peu près 300 000 km/s, mais quand même, qui se propage de proche en proche, puis qui environ 1 seconde, un peu plus qu'1 seconde après qu'on ait déplacé donc le rocher sur la Lune, arrive sur la Terre et informe la Terre. Et là, on comprend, ah oui, maintenant, évidemment, la Terre a été informée, quelque chose s'est passé là-bas, donc ça a un effet ici. Ça, on comprend. De nouveau, si je prends mon téléphone, je vais téléphoner à quelqu'un, d'ailleurs, là, pour le téléphone, on sent même la distance des fois, mais ce n'est pas à cause de la vitesse de la lumière, c'est à cause de la vitesse de l'électronique et du commutateur. Mais enfin, peu importe, on sent que l'information, elle va de proche en proche. Ça prend un peu de temps, pas beaucoup, ça va très vite, c'est incroyable la technologie d'aujourd'hui, mais quand même, ce n'est pas instantané, et surtout, ça ne saute pas, ça va de proche en proche. Ça, on comprend très bien, après ça, le physicien est à l'aise. Et donc, Einstein, il était super content et fier, et il avait de quoi, puisque c'est l'homme qui a rendu la gravitation locale. Locale, justement, de proche en proche, des variables locales, ces ondes qui se propagent de proche en proche. Génial. Sauf que 10 ans environ après sa théorie de la gravitation universelle, voilà la physique quantique qui arrive. Et la physique quantique, et ça, les gens ont assez rapidement commencé à le comprendre, même si l'article vraiment fondateur sur cette non-localité quantique date de 1935, c'est le fameux article entre Einstein, Podolsky et Rosen.
paradoxe EPR, comme on dit aujourd'hui. Mais bien avant ça, déjà, les gens avaient compris qu'il y a de nouveau de la non-localité là-dedans. Et Einstein en particulier, mais d'autres, beaucoup d'autres, Schrödinger pour en citer un autre, ont dit mais c'est pas possible. Alors du point de vue d'Einstein, sa réaction est très naturelle et très humaine. Après tout, il a accompli le tour de force extraordinaire que personne n'avait réussi en 250 ans, de rendre la gravitation locale, et paf, 10 ans plus tard, il y a quelqu'un qui dit eh oui d'accord, là c'est local, mais regardez là à côté, c'est toujours pas local. Il a dit non, c'est la même chose. Vous n'avez pas assez développé votre théorie, il vous faut maintenant travailler encore un peu plus. Ok, vos prédictions sont pas mal, tout comme les prédictions de Newton sont excellentes, mais c'est pas tout à fait juste. Travaillez encore un peu, ça ira mieux. Cherchez encore des variables supplémentaires. Et c'est là où ça a commencé avec un grand débat quasiment philosophique, parce que de toute façon, on n'avait pas la technologie pour pouvoir faire quelque chose de cette idée. Il a fallu ensuite attendre John Bell et sa fameuse inégalité de Bell pour montrer oui, mais si vous creusez, que vous cherchez quelque chose, vous n'allez rien trouver, en tout cas de local. C'est impossible. Ou alors, la physique quantique est fausse. C'est une autre possibilité à l'époque de John Bell. Et ensuite, il y a des expériences, Clauser, Aspect, Zeilinger, nous-mêmes ici, qui montrent, non, la physique quantique, elle est juste, et c'est impossible de décrire ces résultats expérimentaux, ces faits, si vous voulez, solidement établis, avec des variables supplémentaires locales. Nous, on a même été un petit peu plus loin parce qu'on s'est dit, ok, ça ne va pas à la vitesse de la lumière, mais peut-être ça va à 10 fois la vitesse de la lumière. Ça, c'est pas dans l'esprit de la relativité, mais peut-être, après tout, que même la relativité n'est pas parfaite. Donc, on a fait des expériences où on a pu d'abord aller jusqu'à 100 000 fois la vitesse de la lumière, beaucoup 100 000 fois la vitesse de la lumière. Il y a déjà plus beaucoup de physiciens que ça intéresse parce qu'ils vont s'arrêter à une fois la vitesse de la lumière. Puis ensuite, on a même fait des travaux théoriques avec pas mal de collègues où on a pu montrer que s'il y avait, même à quelle que soit la vitesse, pour autant que la vitesse soit finie, ces influences, comme on a appelé ça, ne pourraient pas rester cachées et donc il y aurait vraiment une confrontation à ce moment-là, alors violente avec la relativité. On considère ça comme exclu, même si logiquement ça reste une possibilité. Enfin, le consensus, c'est que la physique quantique est simplement correcte et effectivement permet d'établir des corrélations à distance qui ne peuvent pas être décrites par des variables locales. Ils ne peuvent pas être décrites par une variable locale, c'est ce que j'appelle la non-localité. Et ça, c'est pas juste la théorie qui dit ça, ces inégalités Bell, c'est pas de la physique quantique, c'est pas compliqué en soi, et dans ce sens-là, c'est vraiment la nature elle-même qui est comme ça. Merveilleux, non? Et du coup, face à ce constat d'une non-localité et d'une communication, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais quasi immédiate entre deux objets. Non, ça, j'aime pas du tout. Le mot communication. Souvent, effectivement, on nous parle, et Einstein utilisait la terminologie de spooky action à distance, donc une action fantôme à distance, comme s'il y avait un qui agissait sur l'autre. Et là, on a vraiment l'impression que s'il y en a un qui agit sur l'autre, ben celui-là, il communique instantanément à une vitesse infinie. Il y a une vitesse infinie, ça ne peut rien dire. Mais la réalité n'est pas du tout celle-là, même si c'est encore une image qu'on lit souvent encore de nos jours. C'est là où justement intervient maintenant le hasard quantique. C'est vraiment, il n'y a pas ici quelque chose qui est déterminé, et puis paf, ça détermine l'autre côté. C'est un hasard non local. Les deux phénomènes, s'il y a deux particules, ça peut être 3, 4, 5, sont chacun au hasard, et ce hasard est absolument irréductible. C'est pas juste un hasard parce qu'on ne sait pas très bien. C'est pas des relations d'incertitude, c'est vraiment des relations d'indétermination. C'est indéterminé, il y a du hasard qui se produit, et ce hasard se produit, se manifeste à plusieurs endroits à la fois. Et donc ce hasard, évidemment, qui se manifestait là, c'est en quelque sorte le même hasard, et donc il est corrélé. D'accord. Il ne faut pas imaginer qu'il y en a un qui cause l'autre. D'accord, alors je vais vous poser une question très très naïve à propos de ce hasard, parce que est-ce que c'est la mesure qui précipite ce hasard? Alors, oui. Quel est le lien entre la mesure et ce hasard
qui entourent l'objet, son état. Alors effectivement, c'est par exemple des photos, ils partent l'un de l'autre, ils peuvent s'éloigner, ou ils peuvent faire, voilà, s'ils sont dans des fibres optiques, ils peuvent tourner, ils peuvent faire tout ce que vous voulez. Et puis tant qu'on les laisse juste se propager, ils se propagent, comme de la lumière dans une fibre optique, ils peuvent aller à des dizaines, des centaines de kilomètres, et ça continue comme ça jusqu'au moment où ces photons, on les arrête. Et on va pour les arrêter de façon intéressante, il ne suffit pas de mettre la main, évidemment, je peux les arrêter avec la main, mais je ne vais pas apprendre grand-chose, et je peux les arrêter après avoir fait une analyse en polarisation, en temps d'arrivée, et avoir un détecteur de photons. Et c'est ça la mesure, c'est ces fameux détecteurs de photons, mettons un de chaque côté, un pour ce photon, un autre pour l'autre photon, et c'est à ce moment-là que le photon, en quelque sorte, doit décider, je vais détecter ici ou là, ou je vais détecter maintenant ou un peu plus tard, et c'est avec ces événements-là, ici ou là, d'un côté, ici ou là, de l'autre côté, qu'on va voir des corrélations. Et c'est ces corrélations-là qu'on ne peut pas décrire avec des variables locales. Alors justement, venons-en à ce que vous appelez, donc je vous ai dit, le vrai hasard, c'est aussi voilà, l'idée force que j'ai retenue de votre livre, c'est ce premier constat. La nature est non locale, c'est une affirmation quasi péremptoire, mais qui vient de votre pratique du quantique. Et l'autre notion que vous avancez, et qui est en lien avec cette non-localité de la nature, c'est le vrai hasard, c'est-à-dire un hasard lui aussi non local, intrinsèquement imprévisible, et qui peut se manifester en plusieurs endroits, et qui révèle des actes de ce que vous appelez une pure création au sein de la nature. Alors, ce hasard vrai, c'est-à-dire intrinsèquement aléatoire, il y a plusieurs débats, il y a plusieurs manières de définir le hasard selon les différentes disciplines, mais si je reviens par exemple à la théorie mathématique de la complexité, la définition du hasard, c'est un objet ou un nombre qui n'est pas comprimable ou compréhensible, c'est-à-dire compressible. Oui, Grégory Chaitin dit comprendre, c'est comprimer. Voilà. Donc l'idée, c'est que on ne peut le séquencer de manière plus courte que son propre déploiement de calcul. Et donc dans cette perspective mathématique, racine pi n'est pas un nombre aléatoire, parce qu'on peut le décrire de manière dans une séquence plus courte. Donc en fait, l'idée du hasard vrai en mathématiques, c'est qu'il est incalculable. Mais dans votre production de hasard vrai, c'est-à-dire encore une fois intrinsèquement aléatoire, il est mesurable. Est-ce que, bon, je vais poser la question, est-ce que dans le fait que le lien entre mesure et aléa, est-ce qu'on peut dire que ce hasard que vous mesurez, il est quantifiable ou calculable d'une certaine manière? Alors, la réponse courte est oui, mais je vais quand même développer un peu. Alors d'abord, effectivement, le hasard, c'est compliqué, ça c'est certain, c'est un concept compliqué. Et il y a d'abord le hasard, disons souvent, de la vie de tous les jours. Tiens, j'ai rencontré mon voisin par hasard dans l'escalier. Ça, c'est pas... voilà, je trouve qu'il y en a un qui montait, l'autre qui descendait, et puis si on regarde ça d'un peu loin, c'est évident qu'ils vont se croiser. Donc ça, c'est un hasard qui est simplement dû au fait qu'on ne savait pas ce que faisait l'autre. On ne savait pas ce que faisait le voisin, et donc on ne s'attendait pas à le rencontrer, puis en plus ça arrive peut-être pas très souvent, donc on dit je l'ai rencontré par hasard. Mais il n'y a pas de... c'est pas ce que j'appelle un vrai hasard, c'est simplement une ignorance. Je peux aussi ne pas me rappeler où j'ai rangé mon vélo, ça n'empêche pas que mon vélo il est quelque part, et puis peut-être qu'il faudra que je sorte et que je cherche un petit peu pour me rappeler si j'ai mis plutôt un petit peu à gauche ou à droite là, en sortant. De nouveau, je peux décrire mon ignorance avec une probabilité. Tiens, je le mets plus souvent de ce côté-là, donc il a plus de chances d'être là, je le mets moins souvent là-bas, donc il y a moins de chances qu'il soit là-bas. Mais ça, c'est de nouveau juste mon ignorance que je suis en train de décrire. Ça, c'est le hasard facile à comprendre, ou le hasard épistémique, le hasard dû à mon ignorance. Alors, le hasard véritable, il y a effectivement la manière des matheux, ou des théoriciens de la complexité, là, comme Grégory Chaitin que vous avez cité, qui dit qu'on ne peut pas comprimer. Si j'ai une séquence de 0 et de 1, et
puis que ces 0 et de 1 ont vraiment été tirés au hasard, ben, je ne peux pas comprimer ça. Je ne peux pas en faire une description plus courte. Contrairement effectivement aux décimales de pi que je peux effectivement comprimer dans un algorithme. Il y en a une infinité de ces décimales et je peux toutes les mettre dans un algorithme que je peux écrire sur une ligne. Donc c'est une énorme compression. Donc pi n'est pas un nombre où les décimales de pi ne sont pas aléatoires. Mais maintenant, et puis ensuite il y a une autre manière encore de parler de processus aléatoire. Donc un processus aléatoire, c'est un processus qui sort au niveau des 0 et des 1, mais avec une loi de probabilité bien précise. Et là, le hasard est plutôt caractérisé par notre incapacité à prédire. Je ne peux pas prédire si je vais trouver un 0 ou un 1. Alors, si la probabilité n'est pas 50-50, peut-être la probabilité est 3 quarts, 1 quart. Alors évidemment, si je dois faire un pari, j'ai meilleur temps de parier sur 3 quarts, plus de chances de gagner. Mais je suis néanmoins pas capable de garantir le résultat. Je ne peux pas me tromper trop souvent, mais si c'est du vrai hasard, c'est impossible de faire des prédictions qui sont chaque fois correctes, à chaque fois correctes. Alors maintenant, le hasard quantique, par exemple, dans ce jeu de Bell, une violation des inégalités de Bell, on peut voir ça comme véritablement un processus aléatoire qui va sortir des 0 et des 1, des bits, avec une loi de probabilité qu'on peut très bien calculer. Donc on connaît la probabilité d'avoir un 0, la probabilité d'avoir un 1, très précisément, mais il est totalement impossible de savoir si ça sera un 0 ou un 1. Et ce n'est pas dû à une limitation technologique ou à une ignorance, c'est intrinsèquement imprédictible, au-delà de la loi de la probabilité. Mais maintenant, on peut lier ça aussi à cette impossibilité à comprimer des hasards. Si vous avez un processus aléatoire, les bits qui vont sortir de ce processus aléatoire seront incompressibles avec probabilité 1. Donc, si vous prenez la suite, prenons un processus aléatoire mais qui est 50-50. Si ce n'est pas 50-50, c'est pas vrai. Mais si c'est 50-50, donc 50 chances sur 100 pour le 0 et 50 chances sur 100 que ce soit un 1, et vous sortez une très longue série de bits, vous êtes certain avec probabilité 1 que cette longue série de bits, vous n'allez pas pouvoir la comprimer. Et donc elle est aléatoire au sens de Grégory Chatin et des mathématiciens en général. Donc on peut vraiment faire le lien, et on peut vraiment donc, lorsqu'on dit que le quantique sort de l'aléatoire, c'est absolument vrai au sens des matheux, au sens du processus aléatoire, et en même temps on peut le prouver que c'est comme ça, et donc c'est ça que j'appelle ensuite le vrai hasard, ou ce hasard intrinsèque, parce que c'est véritablement intrinsèque qu'il est impossible de prévoir, par exemple, le prochain bit. Parce que vous avez une série aléatoire, même si vous en connaissez beaucoup, donc vous avez toutes les probabilités, mais le prochain, si c'est vraiment du hasard, c'est impossible de le prédire. Vous avez une chance sur deux de vous tromper, évidemment. C'est une chance sur deux de deviner juste. C'est parce qu'il n'y a que deux possibilités. Et donc ça, c'est ce que j'appelle le vrai hasard, ce hasard intrinsèque, et la nature est capable de produire ce véritable hasard. Alors c'est un résultat qui peut angoisser ceux qui sont un peu dans un schéma plus unilinéaire, et j'aborde le dernier point de notre entretien. Vous citez John Bell qui dit que les corrélations qu'il a observées dans le quantique appellent, cry out, à des explications, et donc on cherche le comment de ces corrélations et le comment de la production de vrais hasards. Et il a souvent été mentionné ces questions, ce débat sur des variables cachées pour avancer une description complète de la réalité. Et ma dernière question concernerait justement au terme de votre livre, votre propre réflexion sur cette notion de variables cachées et votre vue sur une description. Que pensez-vous de cette ambition d'une description complète de la réalité, et comment, à titre individuel, vous accommodez-vous de cette notion d'une nature dominée, non déterministe, où le hasard est omniprésent? Ouais.
Oui, c'est une bonne question. Alors, effectivement, beaucoup de collègues, beaucoup de physiciens, je pense que c'est vraiment un peu aussi les physiciens surtout, qui sont un peu obnubilés par l'idée qu'on ne comprend pas tant qu'on n'a pas une description déterministe. Comme la physique quantique, on n'a pas de description déterministe, on dit « ah ben non, on ne peut pas la comprendre ». Je crois que ça c'est faux. C'est vrai qu'on a été habitué par Newton, par Galilée, tous ces gens-là, et puis par l'astronomie, d'une description qui est déterministe. On sait exactement où sera la Lune dans 14 ans, 3 mois et 6 jours. On peut calculer ça, même sur des périodes bien plus longues, que ça soit dans le futur ou aussi dans le passé. On peut prévoir les éclipses. Donc tout ça, c'est parfaitement déterministe. On peut tout très bien calculer. Les équations de Newton sont des équations déterministes. Donc on dit, ah bah tiens, là on comprend bien puisque tout est déterminé. Puis maintenant, en mécanique quantique, non, il y a du vrai hasard, justement. Alors, est-ce que ça implique nécessairement qu'on ne comprend pas? Non, moi je pense que le hasard, c'est aussi quelque chose qu'on peut comprendre. Le hasard, c'est pas du n'importe quoi. Encore une fois, les probabilités suivent des lois très précises. Je peux calculer la probabilité avec un très grand nombre de chiffres et je peux être très précis dans mon calcul de la probabilité d'un certain événement quantique. C'est pas forcément 50-50, d'ailleurs ça peut être vraiment, je sais pas moi, 68, blablabla, toutes sortes de, vous pouvez mettre beaucoup de décimales là derrière, ça peut être très précis et on peut vérifier ça expérimentalement, ça marche extrêmement bien. Donc le fait qu'on a une description qui implique du hasard, pour autant que ce n'est pas du hasard au sens de n'importe quoi, c'est juste par hasard que c'est arrivé, non? Peut-être qu'il ne faudrait pas utiliser le mot hasard, mais vraiment une théorie probabiliste. Ça me paraît pas du tout en contradiction, en tension même avec, on veut partager dans tous les physiciens, de comprendre la nature, de comprendre comment la nature, elle fait. Et puis, mais effectivement, donc il y a deux manières de développer un petit peu ça. D'une part, c'est vrai, donc il y a quand même beaucoup de mes collègues qui sont réticents à l'idée de se satisfaire d'une description probabiliste et qui veulent une description déterministe et qui disent sinon ils ne comprennent pas. Donc il y en a même qui sont prêts à le dire très explicitement. Et certains vont ensuite faire le pas, soit en reprenant la théorie de David Bohm, que j'ai déjà mentionné, David Bohm, mais cette théorie, elle est non locale. Alors vraiment, vous bougez là, ça a un effet instantané de l'autre côté. Ça, c'est vraiment revenir à Newton, avec le rocher sur la Lune qui nous affecte instantanément, et instantanément sans rien qui se propage de proche en proche pour porter une information de l'un à l'autre. Donc c'est de la non-localité, alors vraiment au sens maximum. Mais il y en a quand même qui préfèrent ça. Ils ont beaucoup de peine avec la relativité, mais bon, en tout cas, il y a une petite communauté, mais une communauté quand même assez dynamique, qui suit encore la théorie de David Bohm. Pas moi, donc, comme vous l'avez compris. Moi, je préfère ces explications avec des lois de probabilité. Il y en a d'autres qui vont, même encore un peu plus loin, qui vont dire « Oui, mais en fait, quand j'ai mon détecteur qui détecte un photon, il n'y a pas vraiment un résultat. Tous les résultats ont lieu dans des mondes parallèles. » Là, ça c'est le many world, le multivers en français, donc multi-univers, il n'y a pas un univers, il y a tous ces univers en parallèle. Là, franchement, j'y comprends rien, et je ne trouve pas ça très intéressant. Je trouve que c'est un peu essayer de cacher mettre le tapis, la poussière sous le tapis. Donc ça, j'aime pas trop. Je préfère, alors s'il est Jeanne Bohm, mais je préfère vraiment tout simplement cette idée que le monde, il est indéterministe, il y a des probabilités. Et la deuxième manière aussi encore de développer ceci, si on revient à Newton, alors Newton décrit des horloges, décrit la Lune qui tourne autour de la Terre, décrit donc des systèmes comme ça qui sont très réguliers. Mais Newton décrit aussi des systèmes chaotiques. Un exemple de système chaotique, c'est le climat. On sait très bien, et c'est très actuel, que le climat, c'est pas très bien comment ça va aller, mais en plus, c'est un système qui est extraordinairement complexe et que, bon, techniquement, on parle de système chaotique. C'est-à-dire que si on change un tout petit peu les conditions, maintenant, ça peut avoir des influences énormes plus tard.
Et alors maintenant, selon je disais tout à l'heure que les équations de Newton sont déterministes. C'est-à-dire, je change un tout petit peu ma condition initiale, et ensuite, les trajectoires, bon, au lieu de rester proches l'une de l'autre, puisqu'elles commencent très proches, elles vont diverger. Elles vont même diverger exponentiellement. Donc, elles vont très rapidement s'éloigner beaucoup. Mais maintenant, est-ce que les conditions initiales de ces équations déterministes, est-ce que les conditions initiales elles-mêmes sont parfaitement déterminées? Les conditions initiales sont déterminées par un nombre réel. On a mentionné pi tout à l'heure. Les nombres réels, c'est un entier, une virgule, et ensuite il y a une infinité de décimales. Est-ce que toutes ces décimales sont parfaitement déterminées? Là, la décimale à un milliardième là-bas, elle est parfaitement déterminée? On n'en sait rien en fait. C'est les matheux qui nous disent, oui, on peut faire ça avec des nombres réels, mais en fait, on n'est pas obligé d'adopter ces mathématiques classiques avec ces nombres réels. Et si on commence à dire non, c'est limité, les conditions initiales ont aussi, les conditions initiales maintenant en physique classique, en physique de Newton, ont également intrinsèquement une certaine indétermination. À ce moment-là, les systèmes chaotiques classiques, qui sont l'énorme majorité des systèmes dynamiques classiques, comportent eux aussi une part d'aléatoire. De nouveau, il y a des probabilités qui vont intervenir. Et en quelque sorte, moi j'aime beaucoup mieux décrire même la physique classique comme une théorie avec de l'aléatoire, avec des probabilités, parce qu'en fait, on voit bien que dans notre vraie vie, elle est pleine d'indéterminisme, elle est pleine de surprises, d'aléatoires, et d'imaginer que nous ne sommes que des robots super sophistiqués qui, de la nuit des temps, depuis le Big Bang, disons, sont déterminés à faire ce qu'on est en train de faire. Je trouve pas ça une explication satisfaisante, au contraire, je trouve ça une explication d'une pauvreté hallucinante, même si la plupart de mes collègues ils aiment ça. Moi je déteste ça, je préfère nettement une description avec un futur ouvert. Nicolas Gézin, cette dernière phrase est une excellente phrase conclusive et merci beaucoup pour cet entretien qui s'est tenu dans votre bureau au sein de l'école de physique à l'Université de Genève. Merci encore. Merci.